je déclare que justement la théorie de la relativité générale, c'est la théorie de la disparition du temps. C'est-à-dire, il n'y a plus de temps physique dans cette théorie. Ça n'empêche pas évidemment qu'on peut reconstruire pour notre usage personnel, pour notre usage social, quelque chose qu'on appelle le temps universel, le temps sidéral, le temps des éphémérides, le temps atomique international. Donc on peut faire ça un peu de la manière qu'on veut, qui nous arrange, mais ça n'a pas vraiment de signification physique. Alors qu'est-ce que c'est que ces temps dont on parle et qu'on utilise avec nos montres? Je vais essayer de vous expliquer ça. Et pourquoi ça a disparu et qu'est-ce que ça veut dire que le temps a disparu dans la physique contemporaine. Donc je vais essayer simplement de vous donner cette idée-là. En replaçant cette théorie de la relativité générale, vous savez tous qu'elle est due à Einstein, que Einstein a construit sa théorie de la relativité en 2 temps. 1905, la relativité restreinte, 1915, la relativité générale. Qu'est-ce qui les distingue? On peut dire que la relativité restreinte, c'est une version justement restreinte de la relativité générale parce qu'elle énonce finalement un cadre et un comportement pour tous les processus physiques qui n'inclut pas la gravitation. Alors évidemment, la gravitation, c'est quelque chose de très important dans l'univers puisqu'on la ressent nous-mêmes, c'est le poids des choses, c'est-à-dire ce qui fait tomber les objets quand on les lâche. C'est aussi ce qui gouverne le mouvement des planètes dans le système solaire, le mouvement des étoiles dans les galaxies, le mouvement des galaxies dans l'univers, l'évolution de l'univers lui-même. Donc la relativité restreinte, évidemment, est restreinte et c'est quelque chose qui ne peut être utilisé que dans des circonstances particulières, là où on peut se permettre de négliger la gravitation, mais n'empêche, je vais sans doute essayer de vous le montrer, enfin je vais essayer de vous le montrer et j'espère y arriver, que cette théorie introduit déjà les modifications majeures, c'est-à-dire que ce qui est compliqué dans la relativité générale, bon, il y a une partie de mathématiques, mais c'est surtout que ça implique de renoncer à des notions dont on a l'habitude, qui sont les notions d'espace et de temps. Et je crois que l'étape la plus difficile, c'est pas d'arriver à la relativité générale, mais c'est de passer à la conception courante de l'espace et du temps, qui correspond en gros à ce que disait Newton au XVIIe siècle et qui est resté tout à fait valable et utilisable jusqu'au début du XXe siècle. Donc ce qui est difficile, c'est de passer de cette conception de Newton à la relativité restreinte. Et si on arrive à faire ce pas, c'est-à-dire à vraiment comprendre ce que ça veut dire que le temps n'existe pas, je crois qu'après, passer à l'étape suivante de la relativité générale, ce n'est pas un gros problème. En tout cas, ce n'est pas un gros problème conceptuel. Bien sûr, il y a des difficultés mathématiques qui surgissent, mais il suffit de faire des mathématiques, hein, et puis voilà, c'est fini. Ce qui manquait d'ailleurs à Einstein, parce que pourquoi Einstein a eu tant de mal pour passer de la relativité restreinte à la relativité générale? Donc il a fallu 10 ans, et il a fallu qu'il demande l'aide de ses collègues et de ses amis mathématiciens. Eh bien, c'est à cause des difficultés mathématiques, parce que je pense que conceptuellement, dès l'année 1905, il n'en était pas loin. Mais il lui a manqué les conceptions mathématiques, et c'est pour ça que quelqu'un comme David Hilbert, qui était vraiment un mathématicien très, tout à fait capable dans les domaines en question, a été à peu près aussi vite qu'Einstein pour faire cette transition. Bon, ça c'est de l'histoire de la physique, et je ne veux pas trop me lancer là-dedans parce qu'on pourrait y passer les 2 jours qui arrivent. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette théorie de la relativité? Alors, je reviens quand même un petit peu en l'histoire pour vous parler de Newton, pour vous parler du XVIIe siècle où Newton, je dirais, pour moi, a fondé la physique moderne. Bon, je sais bien que si on veut se dire de quand date la physique proprement dite, il y a des grands débats chez les historiens. Est-ce qu'on peut déjà appeler cette activité des physiciens grecs, enfin des philosophes de la nature grecque, est-ce que c'était déjà de la physique ou pas? Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais je pense que la physique moderne, telle qu'on la pratique depuis 3 ou 4 siècles, c'est à peu près Newton qui l'a créée, en posant les bases dans ses Principia, principes de la philosophie naturelle,
1686 ou 7, je ne sais plus exactement, je n'ai pas trop la mémoire des dates. Bon. Et comment il fait ça? Il pose finalement un cadre pour faire de la physique, un cadre bien précis qui est celui de l'espace et du temps. Donc on voit déjà se dessiner une sorte de paradoxe, c'est que la physique moderne en tout cas, a été fondée avec l'établissement de ce cadre précis par Newton, l'espace et le temps, et la physique moderne d'aujourd'hui se fonde sur la disparition de l'espace et du temps au profit d'autre chose qui s'appelle l'espace-temps, et qui n'est pas, comme on pourrait le croire, la réunion de l'espace et du temps, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, et on peut essayer d'extraire de l'espace et d'extraire du temps de l'espace-temps, mais ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, et ce n'est pas du tout, hors circonstances particulières, ce n'est pas du tout quelque chose qui a une grande utilité en physique. Donc Newton introduit ce cadre de l'espace et du temps, et le paradoxe, c'est qu'on n'en trouve pas vraiment de définition, ni chez Newton, ni chez ceux qui l'ont utilisé par la suite. Rappelez-vous Thomas d'Aquin à propos du temps. Le temps, je sais très bien ce que c'est, mais si on me demande de le définir, je ne sais plus ce que c'est. Je ne cite pas exactement, mais c'est à peu près le sens de ce qu'il disait. Et c'est un peu la situation toujours du temps, parce qu'on voit pas mal de gens qui parlent du temps, qui s'expriment ou qui écrivent là-dessus, et si on leur demande ce que c'est que le temps, ils sont incapables toujours de le définir et d'en donner les caractéristiques. Donc moi, je ne vais pas prétendre pouvoir définir le temps, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que justement le temps va me manquer, mais je pense qu'on peut donner disons une série de propriétés qui finalement revient à résumer le temps, à définir le temps. Ce n'est pas une définition proprement dite, mais je crois que pour moi le temps c'est une notion composite, ça n'est pas une notion qu'on pourrait appeler une notion première, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se mesure, vous allez voir ce que je veux dire par là, c'est pas quelque chose qui se ressent et qui se conçoit, c'est la réunion de notions premières. Ces notions premières, c'est la durée, c'est la causalité, c'est la chronologie, et c'est la datation. Pour moi, le temps, c'est quelque chose qu'on construit à partir de tout ça. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans ces détails, puisque justement, je vais me placer dans un cadre différent de celui du temps, mais si on veut soutenir, comme je le fais, l'idée que les théories de la relativité, ce sont les théories de la disparition du temps, il faut bien que je dise ce que c'est que le temps pour moi. Donc, je reviendrai quand même là-dessus. Et donc chez Newton, le temps est là, il ne le définit pas, mais il en donne quelques caractéristiques, notamment le fait qu'il se déroule imperturbablement, c'est-à-dire que rien ne peut affecter son cours. Donc il y a une première idée qui vient chez Newton, c'est que le temps est quelque chose qui se déroule, où le temps s'écoule, où le temps passe, etc. Et c'est une idée qui est une idée que je pourrais appeler personnelle, c'est-à-dire que chacun de nous a l'impression que le temps passe. Je crois que personne ici ne voudrait me contredire, sinon vous levez la main. Mais donc c'est une impression personnelle et je crois que c'est évidemment le départ de la construction du temps. Et comment Newton, à partir de cette notion, j'appelle ça le temps passe, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec cette expression, mais je crois qu'on sait tous ce que ça veut dire, parce qu'on le ressent. Donc on ressent tous ce passage du temps, et comme on arrive à communiquer un peu entre nous, par exemple au dîner le soir, eh bien on se rend compte que oui, le temps passe pour moi, mais je me rends compte que le temps passe pour vous aussi, d'où ce que j'appelle l'Ansatz newtonien, une sorte d'hypothèse conceptuelle, qui est de dire, puisqu'on ressent tous ce même phénomène, ce phénomène doit être dû à quelque chose d'universel. Et ce truc universel, je l'appelle le temps, et donc ce que moi j'appelle pour moi le passage du temps, le temps qui passe pour moi est le même temps qui passe pour vous, pour chacun de vous qui êtes là. Donc c'est une hypothèse qui n'est pas nécessaire, mais c'est une hypothèse qui logiquement tient le coup. Et c'est cette hypothèse qu'il a adoptée et sur laquelle il a fondé sa physique et qui a tenu pendant presque 3 siècles.
Mais ça n'est qu'une hypothèse, et justement, la relativité, on peut dire, déjà la relativité restreinte, c'est la négation de cette hypothèse. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui passe pour moi ou pour vous, ça n'est pas la même chose, et pour le dire autrement, c'est pas le temps qui passe pour moi, c'est moi qui passe dans le temps. C'est-à-dire, et pas dans le temps, dans autre chose de plus général, qui est différent et qui est là et commun à tous, qui est l'espace-temps. C'est-à-dire, si on veut reformuler ce qu'on appelle souvent le passage du temps, c'est non, chacun de nous passe dans l'espace-temps. Et d'ailleurs, ce mot « chacun de nous passe », c'est quelque chose qui est dans le langage, qui est aussi dans le langage courant. Hein. Quand quelqu'un a disparu, on dit « il a passé » ou « il a trépassé », et finalement « je passe le temps », c'est pas la même chose que le temps qui passe. Donc, on se rend bien compte, le langage courant déjà se rend bien compte, je crois, du fait que non, le temps ne passe pas. Au mieux, ça serait nous qui passons dans le temps, et quand on regarde logiquement cette formulation « nous passons dans le temps », ça ne marche pas parce que je dirais le temps n'a pas assez d'extension pour qu'on puisse tous passer dedans. Donc on passe dans quelque chose de plus grand qui s'appelle l'espace-temps. Alors le temps a une sorte de complémentarité avec l'espace que Newton avait bien vu, c'est-à-dire que le cadre dans lequel se formule la physique, c'est l'espace et le temps. Et l'espace, on peut dire chez Newton, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les positions des objets. Si on veut aller plus loin, on pourrait dire l'espace, c'est l'ensemble de tous les objets, parce que vous allez me dire, ici, c'est le vide, il n'y a rien. Non, maintenant, on sait qu'il y a des tas d'atomes d'oxygène ou d'azote, enfin, il y a de l'air, il y a des molécules partout. Donc presque partout dans l'espace, presque en chaque point de l'espace, il y a quelque chose. Mais si on veut être un peu plus rigoureux, on va dire l'espace, c'est l'ensemble des localisations possibles pour un objet. Et ces localisations possibles, on les appelle des points. Donc l'espace, c'est un ensemble de points, et mathématiquement, un espace mathématique, c'est effectivement un ensemble de points, dans le sens de la théorie des ensembles, et cet ensemble est muni de certaines propriétés, par exemple des propriétés topologiques, qui vont vous dire est-ce que tel point est voisin de tel autre, est-ce qu'entre ces deux points, on peut définir quelque chose qu'on mesurerait et qu'on appellerait la distance. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'espace mathématique? C'est un ensemble, je parle dans le cadre des mathématiques d'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au temps, mais on va y arriver, je parle dans le cadre des mathématiques d'aujourd'hui, c'est un ensemble avec les éléments de ces ensembles qu'on appelle des points, avec des relations entre les points. Ça, c'est l'espace mathématique. Et ce que dit Newton, c'est l'espace physique, c'est-à-dire le cadre des phénomènes physiques, eh bien, je l'assimile à l'espace mathématique. Et l'espace mathématique, à l'époque, il n'y en a qu'un qu'on connaît, c'est l'espace euclidien. Donc, pour Newton, c'est l'espace euclidien. L'espace physique, c'est l'espace euclidien, avec certaines propriétés, par exemple qu'il a 3 dimensions, qu'on peut définir des distances, qu'il est infini. Donc, pour Newton, l'espace est infini. Ça ne veut pas dire que l'univers est infini, parce que ensuite, entre Newton et nous, les astronomes vont faire des tas de progrès, et ils vont s'apercevoir que les étoiles se répartissent non pas sur une sphère, la sphère des fixes à laquelle pensaient les philosophes grecs, les philosophes de la nature grecque, mais que les étoiles se répartissent à des éloignements différents, et ça va jusqu'où? Apparemment, il n'y a pas de fin, sauf qu'au XVIIIe siècle, les astronomes vont faire des comptages d'étoiles et vont s'apercevoir que dans une direction ou dans une autre, il y a des étoiles, et puis ça s'arrête à un certain moment, il y a comme un bord. Et ils découvrent comme ça notre galaxie, qui est une répartition d'à peu près... je ne sais plus combien, ça change chaque année. Quand j'ai commencé à faire des conférences, c'était 100 milliards. Maintenant, on en est à 400 milliards. Donc, bon, mettons 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Pour vous en souvenir, c'est simple, c'est à peu près le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau. Donc 400 milliards d'étoiles, et ça s'arrête. Et donc la conception qui a régné au XVIIIe et XIXe siècle, c'était l'espace, c'est-à-dire le contenant de l'univers est infini, il est assimilé à l'espace euclidien, à l'espace mathématique géométrique euclidien, mais la matière là-dedans ne forme qu'un rassemblement qu'on appelle notre galaxie, avec beaucoup d'étoiles, mais un nombre fini.
Et puis ensuite, au début du XXe siècle, on a découvert, Edwin Hubble, l'astronome américain, a découvert que non, il y a d'autres galaxies qui avaient déjà anticipé par Kant, entre autres sous le nom d'univers Hill. Il y a d'autres galaxies très lointaines, à des millions, à des milliards d'années-lumière. Et est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce que c'est infini ou pas? On ne sait pas, parce que depuis Newton, il y a d'autres géométries qui sont arrivées. Donc même si vous pensez en termes d'espace, vous n'êtes plus obligé, comme l'était Newton, d'assimiler votre espace physique à l'espace euclidien. Et il existe d'autres espaces qu'on appelle espace sphérique ou espace hyperbolique qui ont d'autres propriétés, notamment une propriété fondamentale qui est d'être fini sans avoir de limite. Parce que vous savez sans doute que les Grecs avaient un grand débat, est-ce que le monde est fini ou infini? Et l'infini, ils n'aimaient pas beaucoup ça. Et si l'espace était fini, à l'époque, on ne connaissait pas les géométries modernes, et donc penser que l'espace était fini, ça impliquait que l'espace avait une frontière, une limite. Et ça, ce n'était pas tellement concevable, parce que si vous allez juste au bord de la limite de l'espace et vous prenez votre javelot, vous le lancez, où va-t-il? Il va de l'autre côté de la limite, donc ce n'était pas vraiment la limite. Donc la limite posait un problème logique, etc. Bon, tout ça a été complètement résolu par la relativité moderne, qui elle-même s'appuie sur les géométries non euclidiennes découvertes au XIXe siècle. Bon, mais j'arrête avec l'espace, parce que ce qui nous intéresse, c'est le temps. Et il nous intéresse parce qu'il n'existe pas, évidemment. Donc, je vous ai dit que l'espace, c'est l'ensemble de tous les objets, ou en tout cas des positions possibles, des positions virtuelles de tous les objets, qui ont des liens entre eux de proximité. Et ce que dit la physique newtonienne, c'est que ces objets qui sont situés dans l'espace, ils évoluent, et l'espace lui-même évolue avec les objets qui changent de place dedans, mais c'est d'une certaine manière toujours le même espace. Bon, je ne veux pas trop détailler, mais c'est ça qui a été totalement révolutionné par Einstein. Comment il est arrivé là? C'est par des raisonnements tout à fait subtils. Et aujourd'hui, si vous voulez, dire ça, c'est une banalité. Je vais vous montrer que ça a été observé effectivement, que le temps n'existe pas. C'est-à-dire il y a des expériences ou des observations qui montrent d'une manière très explicite que le temps n'existe pas et ne peut pas exister. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'aucune de ces expériences ou observations n'était disponible à l'époque d'Einstein. Je vais détailler un petit peu ça. Et donc le grand génie d'Einstein, c'est d'avoir découvert tout ça sans l'appui d'aucune observation, sans l'appui d'aucune expérience. Et vous savez qu'il y a eu des débats pour savoir qui était le vrai père de la théorie de la relativité, entre Lorentz, Poincaré, Einstein, et puis il y en a eu d'autres. Et c'est vrai que tous ces personnages que je cite ont apporté des contributions extrêmement importantes, notamment mathématiques, mais que le premier qui a osé à dire le temps n'existe pas, et par un raisonnement assez précis, très précis même, de montrer que le temps ne peut pas exister, et plus exactement de montrer que l'existence du temps, ou même l'existence d'un temps, quel qu'il soit, était incompatible avec le fait que la vitesse de la lumière est constante, qui a été bien établi, lui, expérimentalement au XIXe siècle. Le premier qui a montré ça, et donc qui a osé dire que le temps n'existe pas, c'est Einstein lui-même. Et c'est en ça qu'il est génial. Ça a permis la construction de la théorie de la relativité, de la première théorie de la relativité. Et pour préciser les choses, ce n'est pas Einstein qui dit que le temps n'existe pas, c'est Einstein qui a montré que le temps n'existait pas et qui a réussi à construire une théorie où on pouvait décrire tous les phénomènes en se passant de la notion de temps, et même en devant se passer de la notion de temps. Donc ce n'est pas du tout Einstein qui dit que le temps n'existe pas, c'est Einstein qui l'a constaté et qui a réussi à construire une théorie incorporant cette constatation. Donc le temps n'existe pas, et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors la première chose, c'est qu'on remplace ces notions d'espace et de temps par la notion d'espace-temps. Alors qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? Si on part de l'espace, rappelez-vous, l'espace, c'est l'ensemble de toutes les positions de tous les objets possibles. Eh bien, l'espace-temps, c'est l'ensemble de tous les événements possibles. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est quelque chose, si on le décrivait dans
dans la vision newtonienne, c'est quelque chose qui se passe à un moment précis du temps et à une position précise de l'espace. Donc si on veut par exemple le repérer par des coordonnées, il faut donner 4 coordonnées, c'est-à-dire les 3 coordonnées de sa position, hauteur, largeur, profondeur, plus une coordonnée temporelle qu'on appelle la date. Donc en physique newtonienne, un événement, on peut très bien en parler aussi, c'est quelque chose qui est repéré par une position dans l'espace et finalement une position dans le temps qu'on appelle la date. Eh bien, dans l'espace-temps, c'est pareil, sauf qu'on ne va pas pouvoir donner des coordonnées différenciées entre espace et temps à cet événement. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, de la même manière que l'espace, c'est l'ensemble de tous les objets à un instant donné, l'espace-temps, c'est l'ensemble de tous les événements passés, les événements présents et les événements futurs. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, la naissance de la planète Terre, c'est un événement. L'explosion, enfin pas l'explosion, mais la fin du Soleil dans 4 milliards d'années, c'est un événement. Alors là, je vous parle d'un événement passé, d'un événement futur. Il y a des événements présents aussi. Je suis en train de vous parler, c'est un événement. N'importe quoi, on va aller déjeuner tout à l'heure, ça sera un événement. Sans doute beaucoup plus important. Et voilà, on rentre dans cette pièce, enfin chacun de vous rentre dans cette pièce, c'est un événement. Voilà, un événement, c'est quelque chose qui, dans la conception ancienne, se repère par une position spatiale. Par exemple, vous rentrez au moment où vous franchissez la porte, à un certain instant, le moment où vous franchissez la porte, à 10h moins le quart. Voilà. Bon, maintenant, un événement, c'est toujours intuitivement la même chose, mais on ne va pas séparer location spatiale et location temporelle. Là, évidemment, on peut, parce qu'on est dans des conditions très spéciales, mais en général, dans la physique, on ne peut pas. C'est-à-dire, par exemple, si je veux dire à quel moment est née la planète Terre, par exemple, est-ce que la planète Terre était au même endroit qu'elle est maintenant, quand elle est née, c'est-à-dire il y a 4 milliards d'années à peu près, à quel endroit par rapport à quoi ? Par rapport au Soleil, non, elle a bougé dans le système solaire. Et le système solaire, il a bougé, le système solaire, il se déplace à 300 km par seconde dans la galaxie. Et la galaxie, elle se déplace aussi à 300 km par seconde. Donc la notion de repos, la notion de position spatiale d'un objet, est-ce qu'un objet change de position ou pas? Est-ce que la Terre a changé de position par rapport à la Terre elle-même, qui est souvent notre point de repère? Évidemment, non. Mais est-ce que la Terre a changé de position par rapport au Soleil? Oui. Bon. Est-ce qu'elle est en mouvement ou au repos? C'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Et Galilée et Newton l'avaient déjà bien compris, c'est ce qu'on appelle le principe de relativité. La notion de mouvement par rapport à la notion de repos, on parle plutôt du mouvement uniforme, ça n'a pas de sens. Le mouvement ne peut être que relatif. Une position ne peut être que relative. Et un des problèmes qu'a eu Newton, justement, c'est de dire est-ce que l'espace dont il parle, il est relatif ou absolu? Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais la théorie de la relativité vient en grande partie pour résoudre ce problème. Bon, donc l'espace-temps, c'est ça, c'est l'ensemble des événements. Alors, du coup, si je veux parler d'un objet, et il se trouve que quand on fait de la physique, chacun de nous est un objet physique qui a un statut particulier parce que c'est quelqu'un qui a des capacités d'observation. Donc on va dire qu'un personnage comme vous ou moi, c'est ce qu'on appelle en physique un observateur, mais un observateur, il obéit aux lois de la physique et c'est un objet. C'est-à-dire chacun de vous obéit, j'espère, obéit aux lois de la physique, c'est-à-dire quand vous tombez, vous tombez. Si on vous lance un objet sur vous, il ne peut pas vous traverser. Donc vous avez toutes les propriétés physiques d'un objet physique et en gros, la physique va vous considérer comme un objet. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet? Un objet, rappelez-vous, c'était un point dans l'espace, ça je parle à la conception newtonienne, chacun de vous, vous êtes à une position dans l'espace, vous êtes d'une certaine manière, cette position dans l'espace, tout en évoluant. Et dans la conception relativiste, c'est différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'avais demandé un tableau noir, mais je vois qu'il y a un tableau noir et blanc, mais je vais plutôt utiliser le tableau blanc. Si par exemple, je prends madame qui est ici, en ce moment, elle est là. C'est un point de l'espace-temps. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, elle était déjà au même endroit, mais à une position différente dans le temps. Et quand elle est rentrée dans cette pièce, elle était là.
Donc, et puis je peux joindre tous ces points. Voilà. Et puis avant, elle était ailleurs, et puis avant, elle est venue de je ne sais pas où, et puis tout à l'heure, elle va aller déjeuner à côté, et puis après, je ne sais pas, elle va revenir ici, écouter l'orateur suivant, etc. Donc, si je veux représenter quelqu'un, que ce soit un objet ou un personnage, je vais représenter tous les événements qu'il a vécus. Depuis sa naissance, si c'est un objet qui a eu une naissance, jusqu'à ce qui se passe au moment même où je parle et le futur. Donc un objet, finalement, maintenant, c'est une ligne dans l'espace-temps, ce qu'on appelle la ligne d'univers. Et chacun de nous qui sommes ici, nous avons notre ligne d'univers. Et maintenant, nous sommes à peu près dans les mêmes points dans l'espace-temps, puisque au même moment, nous sommes au même endroit. Donc voilà, ça c'était la ligne d'univers de madame, ça c'est la mienne. Et moi, hier, non, on était à des endroits différents et dans quelques jours, on sera à des endroits différents. Donc il se trouve que pendant ces 2 jours, nos lignes d'univers vont coïncider. Mais nos lignes passées ne coïncident pas, évidemment. Et voilà. Donc une rencontre, c'est une rencontre entre 2 lignes d'univers. Et chaque point est un événement, et quand on a 2 objets qui se rencontrent, ben ça veut dire que leurs lignes d'univers se rencontrent. Voilà, 2 particules qui se rentrent dedans, voilà, et puis après elles repartent chacune dans leur direction. Donc voilà la conception des objets et des événements dans l'espace-temps. Chaque point de l'espace-temps représente un événement. Un objet, c'est finalement une succession continue d'événements, donc c'est exactement une ligne dans l'espace-temps, ce qu'on appelle sa ligne d'univers, et voilà. Bon. Et qu'est-ce que c'est que le temps? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, dans la conception ancienne... Bon, alors d'abord, quelques petites précisions quand même, parce que, bon, je sais qu'il y a des gens ici, entendu hier, qui aiment bien les notions d'erreur et de choses comme ça, donc je vais vous parler un peu d'erreur et de précision, parce que dans tout ce que je dis, il n'y a aucune erreur. Vous allez voir ce que ça veut dire. Je ne vous parle pas d'erreur, mais je vais parler de précision, parce que on croit mesurer le temps. Alors aussi une petite remarque, une petite incisive, c'est on a des instruments, des montres, dont on croit qu'ils mesurent le temps. Des montres, des horloges, des choses comme ça. Non, une horloge, une montre ou quoi que ce soit de ce genre ne mesure pas le temps, c'est un instrument qui mesure des durées. Par exemple, voilà, vous allez acheter la meilleure montre qui existe. Je suppose que pour ça, il faut aller en Suisse, à moins que ça soit au Japon, je ne sais pas. Et vous achetez la montre, le vendeur vous donne la montre, mais elle n'est pas à l'heure. Elle n'indique pas le temps. Bien sûr, vous ne l'avez pas mise à l'heure. Ah, il faut la mettre à l'heure. Non, très bien. Donc vous la mettez à l'heure, vous introduisez quelque chose qui est ce que vous pensez, parce que vous allez le lire sur une autre horloge, vous pensez être le temps. Et ensuite, qu'est-ce que fait la montre? Aussi perfectionnée soit-elle, elle mesure la durée entre le moment où vous l'avez mise à l'heure et le moment où vous la lisez. Et elle convertit cette durée en additionnant cette durée à ce que vous avez rentré, et elle vous donne l'heure à laquelle vous la regardez. Donc ce n'est pas un instrument de mesure du temps, c'est un instrument de mesure des durées. Ce n'est pas la même chose. Elle a mesuré la durée de son histoire. C'est-à-dire, si je dessine ma montre, elle a mesuré très exactement ce qu'on appelle la longueur de ce morceau de ligne. Ça, c'est la mise à l'heure de votre montre, ça, c'est le moment où vous la lisez, et voilà, elle a mesuré cette durée. Et petite incisive encore, la seconde, ce n'est pas une unité de temps, c'est une unité de durée. Et d'ailleurs, si vous regardez la définition légale de la seconde, c'est je ne sais plus quel multiple de la durée d'une oscillation de l'atome de césium. C'est la définition légale de la seconde. On ne parle même pas de temps dans la définition, c'est une durée. Donc ça veut dire, quand on vous dit que entre le moment où j'ai mis ma montre à l'heure et le moment un jour plus tard, quand on dit il y a 24 fois 3600 secondes, et en fait, c'est qu'il y a 24 fois 3600, je ne sais plus quel facteur, battements d'une horloge de césium, si c'est une montre à césium, ou d'oscillation du quartz, si c'est une montre à quartz, ou d'oscillation du ressort, si c'est une montre à ressort, enfin bon, peu importe. Voilà ce que c'est que ce qu'on appelle le temps, c'est en fait simplement reconstruit à partir des durées. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le temps existe? Ça veut dire que si je prends 2 montres, voilà ma ligne d'univers avec ma montre,
Voilà la ligne d'univers de Robert, par exemple, avec sa montre. Voilà, on n'a pas été au même endroit. Disons qu'on a vérifié que nos montres étaient à l'heure ici. Donc, quand on se retrouve ici, si vraiment on se retrouve comme ça, eh ben, nos montres devraient indiquer la même chose, parce que c'est au même moment. Eh bien, ce que Einstein a intuité, et ce qu'on mesure maintenant, c'est que non, on est parti au même moment, on s'est retrouvé au même moment. Eh bien non, nos montres n'indiquent pas la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait quoi le temps, si le temps existait? Ça serait ou bien cette durée, ou bien celle-ci, ou bien celle d'une troisième personne, d'un autre d'entre vous, qui aurait une indication différente, ça montre. Et donc quand je parle d'indication différente, c'est différente de combien? On va arriver à ça. Mais ça veut donc dire que c'est vraiment la simple démonstration que le temps ne peut pas exister. Et ça, c'est quelque chose qui est mesuré depuis je ne sais pas, un demi-siècle à peu près, je ne sais pas, des millions, des milliards de fois par jour avec les horloges atomiques. Alors justement, parlons de précision. Parce que quand vous ressentez l'écoulement du temps, bon, vous ressentez, tiens, j'ai écouté cette conférence, ça durait 1h15. Bon, quand vous dites 1h15, si c'est 1h15 plus 1 seconde ou 1h15 moins 1 seconde, il n'y a pas trop de différence. Donc votre appréciation du temps, on peut dire c'est de l'ordre de la seconde par heure, quoi. C'est-à-dire si je vous dis vous fermez les yeux et dans 1 heure vous me dites top, vous allez vous tromper sans doute de quelques secondes. Donc en gros, ça veut dire que votre appréciation du temps, elle se fait à peu près avec une précision de 1 millième. Quelques secondes sur 3600 secondes, 1 heure, c'est à peu près de l'ordre du millième. Si vous avez une montre, une bonne montre, je ne sais pas quelle est la précision d'une bonne montre, je me suis demandé, je ne sais pas exactement, mais on va dire c'est à peu près le millionième, j'ai calculé. Une montre d'un millionième, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on écrit ça 10-6. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces notations mathématiques, ça c'est 10-3, ça veut dire que la précision c'est 1 sur 1 avec 3 zéros. Bon. Donc les meilleures montres que vous ayez, je ne sais pas si elles atteignent ça, mais c'est à peu près une précision de 10-6. C'est-à-dire que vous ne pouvez mesurer des effets temporels que s'ils sont supérieurs à ça. Mais les horloges atomiques aujourd'hui, elles atteignent 10-18. C'est-à-dire, vous voyez, votre appréciation du temps, la précision est de l'ordre du millième, vos meilleures montres de l'ordre du millionième, ici on est au milliardième de milliardième. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis qu'on a les horloges atomiques, que évidemment n'avait pas Einstein, on est capable de mesurer des effets temporels, c'est-à-dire des désynchronisations d'horloges, avec une précision incroyablement meilleure que ce que faisait Einstein. Et ces objets et ces désynchronisations, chaque désynchronisation est un effet direct du fait que le temps n'existe pas. Parce que, encore une fois, si le temps existait, on devrait se retrouver avec nos montres toujours synchronisées quand elles ont été synchronisées au départ. Donc ces effets, on peut s'apercevoir, c'est ce que j'appelle exactement les effets temporels relativistes, même si le temps, évidemment, ça marque sa disparition. Ceux qu'on peut observer sur Terre sont en général dans un domaine qui va de 10-6 jusqu'à beaucoup plus petit, 10-10, 10 puissance moins 4. Mais de toute manière, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on est capable de mesurer. Par exemple, les cosmonautes qui vont dans la navette spatiale, s'ils restent quelques mois dans la Station spatiale internationale, quand ils arrivent sur Terre, ils ont vécu, on va dire, de l'ordre du millionième de seconde en moins que leurs femmes ou leurs enfants qui sont restés sur Terre. Bon, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une montre qui mesure ça, mais en tout cas, avec une horloge atomique, on a fait l'expérience, même pas besoin d'aller dans la navette spatiale. Au début de la relativité, il y a une expérience qui a été faite qui s'appelle l'expérience de Haft-Fuller.
c'est le nom du gars qui a monté cette expérience. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris 3 horloges atomiques, c'était le début des horloges atomiques. Donc on s'est aperçu que grâce à la précision des horloges atomiques, on allait pouvoir mesurer ces fameux effets dont je vous parle, qu'avait prédit Einstein, mais qui n'avaient jamais été confirmés. Donc on a pris 3 horloges atomiques qu'on a mis dans 3 avions. Il y a un avion qui est resté au sol, il y a un avion qui est parti faire le tour de la Terre vers l'Est et un autre qui est parti faire le tour de la Terre vers l'Ouest. Donc ça veut dire que celui qui faisait le tour de la Terre vers l'Est, il était à une vitesse qui compensait exactement la vitesse terrestre, c'est-à-dire qu'en fait, vis-à-vis du Soleil, si vous voulez, il est resté immobile. Celui qui était au sol, il a tourné avec la Terre, et celui qui est allé vers l'Ouest, il a tourné 2 fois plus vite. Donc on les met avec des horloges électroniques évidemment synchronisées au départ. Les avions vont faire leur tour, ils ont chacun une ligne d'univers, ils comparent leurs horloges à l'arrivée et ils s'aperçoivent qu'elles sont désynchronisées. C'était combien là? Je ne sais plus, je crois que c'était des nanosecondes, donc des milliardièmes de secondes, mais tout à fait mesurables sans aucune erreur avec la précision qu'avaient ces horloges atomiques. Donc cet effet a vraiment été confirmé la première fois, ça c'était dans les années 60, je crois, quelque chose comme 1960. Donc voilà, ces effets dont je vous parle ne sont pas du tout des effets fictifs, etc. Ça a des conséquences tout à fait concrètes. Par exemple, si vous prenez le GPS, les premiers programmes d'analyse du GPS qui avaient été faits par la NASA ne prenaient pas ces effets en compte. C'est-à-dire, il y avait des horloges atomiques dans les satellites. Vous savez comment fonctionne le GPS. Vous avez des satellites qui sont en orbite autour de vous, autour de la Terre, et quand vous êtes là, vous faites une sorte de triangulation par rapport à ces satellites. Si vous avez fait de la navigation en mer, vous connaissez le principe de la triangulation. Là, on fait de la triangulation dans l'espace-temps. C'est-à-dire que vous recevez un signal d'un satellite, un signal d'un autre satellite, mieux il y en a, mieux ça marche, et vous connaissez le temps qu'a mis le signal pour vous parvenir de chacun des satellites. Le temps, comme c'est à la vitesse de la lumière, si vous connaissez le temps, vous connaissez la distance parcourue, donc vous connaissez votre distance à tous ces points, et vous faites une triangulation, et vous connaissez votre position par rapport à ces points, et ces points, c'est les positions des satellites qui sont répertoriées, qui sont prises en compte dans le programme, et ça vous donne votre position. Et donc, les premiers programmes qui ont été construits pour faire l'analyse de votre position à partir de ces satellites, faisaient l'hypothèse, se plaçaient en physique newtonienne, c'est-à-dire faisaient l'hypothèse que les horloges atomiques qu'il y avait dans les satellites indiquaient le temps, comme les horloges terrestres. Et là, l'erreur était énorme. C'était 22 km par jour d'erreur de positionnement. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que si vous faites une erreur d'1 microseconde sur la mesure de la durée que ça met, eh bien, 1 microseconde parcourue par la lumière, c'est 300 mètres. Donc chaque fois que vous avez 1 microseconde, 1 millionième de seconde, c'est une erreur de position de 300 mètres. Donc là, les erreurs s'accumulaient à cause de la vitesse des satellites, à cause du champ gravitationnel différent. Je vais venir à ces détails-là un peu plus tard. Donc inutilisable en physique newtonienne, inutilisable si vous supposez qu'il y a un temps qui s'écoule à l'échelle du système solaire. Quel que soit le temps. Simplement si vous supposez que les horloges du satellite indiquent la même chose que les horloges sur Terre. Donc il a fallu corriger, et une fois corrigé, ça marche bien, puisque on s'est tous retrouvés ici, et je pense que certains d'entre nous ont utilisé le GPS. Donc GPS est un système qui fonctionne, et on en parle souvent en relativité, parce que, disons, c'est l'exemple le plus concret où se manifestent pour nous les effets relativistes dont je parle. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Bon, parce qu'il faut que j'y vienne, mais je vais détailler dans un moment. Ces effets, ils ont une double origine possible. Soit ils sont dus au fait que les horloges sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Quand je parlais tout à l'heure de l'horloge de Robert et de la mienne, si elles sont désynchronisées, c'est essentiellement parce que
Robert a été faire un tour avant qu'on se retrouve, et moi je suis resté ici. Donc il y a eu du mouvement, et le mouvement engendre des effets de ce genre. Et ça peut être aussi la gravitation, c'est-à-dire si vous avez deux horloges qui sont l'une en bas d'une colline et l'autre en haut d'une colline, et qu'il y a une horloge qui vous envoie un tic-tac toutes les secondes, vous allez recevoir le tic-tac toutes les, non pas toutes les 1 seconde, mais toutes les 1 plus un petit quelque chose qu'on note Z, 1 plus Z secondes. Et Z vaut quoi? Z vaut de l'ordre de 10-6, 10-7, 10-8, 10-9. Donc vous ne pouvez pas vous en apercevoir avec votre montre, mais avec une horloge atomique, vous mesurez très bien ça. Et aujourd'hui, vous trouvez des horloges atomiques miniaturisées et solides, et ce truc dont je vous parle, c'est devenu les altimètres les plus précis quand vous êtes dans un chantier. Si vous voulez connaître l'altitude exacte d'un immeuble ou de la colline à côté, le meilleur moyen, c'est ça, c'est de mesurer la désynchronisation entre deux horloges, soit en envoyant des signaux, soit maintenant ça se fait par fibre optique, c'est encore plus commode. Vous comparez les indications de deux horloges. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette échelle-là de 10 puissance moins 18, mais même si vous êtes à l'échelle, je dirais, de 10 moins 10, 10 moins 11, il n'existe pas sur Terre deux horloges synchronisées. Et il n'existe pas sur Terre deux horloges synchronisables. Et qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est le temps? Pour définir le temps, par exemple temps universel, temps sidéral, ce que vous voulez, vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez, vous choisissez une horloge et vous dites le temps, c'est l'indication de cette horloge. Alors si vous prenez le temps universel, on a fait un peu mieux, on a dit on va prendre 300 horloges sur Terre, on va faire la moyenne des indications de ces horloges. Le problème, c'est que faire la moyenne des indications d'horloges, c'est pas facile du tout. Ces horloges donc, ont des indications différentes, mais si vous voulez faire la moyenne, il faut savoir que si vous avez une horloge à Rome, par exemple, qui vous envoie son tic-tac à Paris, le tic-tac, il fait plus 1 seconde, il fait 1 plus Z secondes, et le Z est différent pour chacune des horloges. Donc si vous faites la moyenne à Paris ou la moyenne à Rome, ça ne sera pas la même non plus. Et il y a des horloges qui s'écartent tellement de la moyenne que de temps en temps, il faut les remettre à l'heure, il faut les corriger. Enfin, disons, fabriquer un temps à partir d'indications des horloges, c'est tout un travail qui est fait à Paris au bureau du temps, enfin c'est fait aussi de manière internationale, c'est une collaboration internationale, c'est quelque chose de très compliqué. Et suivant, vous utilisez plus ou moins d'horloges, une horloge qui a une collection d'horloges qui sont à la surface de la Terre, ou à certaines qui sont dans l'espace, parce que maintenant on a mis récemment des horloges atomiques dans l'espace, vous allez définir des temps différents, le temps universel, le temps atomique, enfin j'ai déjà énoncé la liste, qui sont des grandeurs complètement différentes et qui sont des grandeurs qui ne sont pas en fait mesurables. Si vous faites une moyenne sur les indications de plusieurs horloges, aucune horloge au monde ne va indiquer cette moyenne, sauf peut-être, disons, par chance à un certain moment. Voilà. Donc le temps, ça n'est pas quelque chose, ce qu'on appelle le temps, ça n'est pas quelque chose de mesurable. Si vous vous cantonnez à la précision de 10-6, comme les effets dont je vous parle sont de l'ordre du milliardième ou plus, avec vos montres, vous n'aurez jamais aucun problème. Donc la définition du temps qu'on donne, qui est une sorte d'approximation d'une moyenne sur des horloges qu'on a choisies arbitrairement, pour notre vie sociale, ça suffit, ça fonctionne. Mais du point de vue des mesures précises, ça ne fonctionne pas. C'est complètement désynchronisé. Et comme je viens de vous le dire, les mesures de ces désynchronisations que l'on sait faire sont pleines d'informations. Bon, ça vous permet aussi de mesurer des vitesses parce qu'aujourd'hui, on arrive à mesurer de manière précise la désynchronisation entre deux horloges qui se déplacent à une vitesse de, je crois, c'est 30 cm/s. 30 cm/s, voilà, c'est pas rapide, hein. Et donc, ça veut dire que ça devient extrêmement sensible et que cette disparition du temps, encore une fois, tout ça, c'est le signe de la disparition du temps, c'est quelque chose de bien concret. Et si vous voulez, Einstein l'a comprise avant qu'il en existe la moindre manifestation. Ensuite, il y a eu une époque où ça a été confirmé, parce que quand on a découvert les premières horloges atomiques, on a pu confirmer ces effets-là, notamment par cette expérience-là, mais il y en a eu d'autres.
Et aujourd'hui, on est dans une phase où c'est non plus seulement confirmé, mais exploité. Et donc on voit très bien la manière dont une idée scientifique peut évoluer entre sa conception, sa confirmation et finalement son exploitation, son utilisation. C'est devenu, pour le dire autrement, c'est devenu un outil de la physique. De la même manière, bon, je fais encore une petite digression, de la même manière que la courbure de l'espace-temps, c'est quelque chose qu'Einstein a introduit donc en 1917 ou 1916-1917 dans sa théorie de la relativité générale pour expliquer ce qu'on appelle cette interaction qu'on appelle la gravitation. Si vous connaissez, si vous rappelez un petit peu vos cours de physique, Newton interprète les effets de la gravitation comme dus à une force de gravitation. Et qu'est-ce que fait une force? Une force, elle force le mouvement à ne plus être rectiligne, elle force la vitesse à changer, c'est-à-dire qu'elle introduit une accélération. Et ce que dit Newton, c'est comment la gravitation engendre une force et comment une force modifie le mouvement d'un objet en lui communiquant une accélération. Ça, c'est les deux lois fondamentales de Newton. Bon, eh bien non, pour Einstein, la gravitation, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un corps massif comme le Soleil déforme l'espace-temps, et si vous êtes dans un espace-temps déformé, ben, il n'y a plus de droite. Hein. Si par exemple, je vous dis tracez-moi une droite sur ce chiffon, vous aurez du mal à tracer une droite. Mais pourtant, il y a quelque chose, si je prends 2 points, entre ces 2 points, ben, il y a plein de chemins. Vous voyez, je peux faire le tour comme ça, et tous ces chemins, ils ont une longueur. Et il se trouve qu'il y a un des chemins, ou peut-être qu'il passe par là, je ne sais pas, qui a une longueur minimale. On appelle ça une géodésique. Par exemple, la surface de la Terre, elle est courbe, puisque la Terre est une sphère. Si vous voulez aller en ligne droite de Paris à New York, ben, ça n'existe pas une ligne droite. Mais si vous dites « je vais tout droit », ça veut dire quoi? Ça veut dire « je décris une géodésique ». Qu'est-ce que c'est qu'une géodésique? C'est un morceau d'un grand cercle qui a le diamètre maximal sur la Terre. Bon. Donc la notion de géodésique, c'est ce qui généralise dans l'espace-temps courbe la notion de droite dans l'espace-temps qui n'est pas courbe. Et la loi du mouvement en relativité générale, elle est extrêmement simple. Elle dit tout simplement les objets vont tout droit. C'est quand ils sont soumis à la gravitation, c'est-à-dire ils vont tout droit, mais dans l'espace-temps courbe. Ça veut dire quoi, aller tout droit dans l'espace-temps courbe? Ça veut dire décrire une géodésique. C'est-à-dire, par exemple, si je veux aller d'ici à ici, je peux passer par là ou par là, mais si j'y vais tout droit, je vais décrire cette géodésique-là. Il n'y en a qu'une. Bon, il peut y en avoir plusieurs, c'est des situations compliquées, mais restons simples. Et donc, les lois du mouvement deviennent extrêmement simples en relativité, beaucoup plus simples que chez Newton. Et c'est là qu'on commence à apercevoir quelque chose dans les théories de la relativité, c'est que, en fait, conceptuellement, tout est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique que chez Newton. Le problème, c'est que les conceptions newtoniennes, notamment l'espace, le temps, les lois du mouvement, etc., on y est habitué, hein, tous ceux qui ont fait un peu de physique dans leur jeunesse, on est habitué à ça et on a du mal à s'en défaire. C'est-à-dire que, alors que la relativité générale est conceptuellement beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus harmonieuse que la physique newtonienne, hein, toutes les lois de la relativité tiennent en 2 formules, dont l'une, c'est l'équation d'Einstein qui exprime comment la matière qui est là va engendrer de la gravitation, c'est-à-dire va courber l'espace-temps. Cette équation, elle est d'une simplicité conceptuelle enfantine. Hein, c'est simplement vous dire la grandeur qui exprime la courbure, qu'on appelle le tenseur de courbure, est égale, modulo une constante, à la grandeur qui exprime toute la matière qu'on appelle le tenseur d'énergie-impulsion. C'est une équation, ça ne peut pas être plus simple. Bon, après, quand vous voulez faire les calculs, ça se complique un peu, évidemment, mais ça peut pas. Et la deuxième équation, c'est comment les objets se déplacent dans l'espace-temps courbe. Réponse, ils vont tout droit. Essayez d'imaginer quelque chose de plus simple. Bon, et quand vous connaissez la relativité, vous vous dites, mais comment on a pu décrire les choses avec cette mathématique et cette vision conceptuelle aussi compliquée, aussi tarabiscotée que celle de Newton?
C'est-à-dire, vous vous dites, si j'avais voulu inventer les lois de la nature, de la gravitation et du mouvement, j'aurais jamais été chercher toutes ces complications, la notion de force, la notion d'accélération qu'il y a chez Newton, et alors que c'est tellement simple quand on l'exprime en relativité générale. Mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser la notion d'espace et la notion de temps. Vous êtes dans un contexte différent. Et quand vous dites je mesure, par exemple, la désynchronisation, hein, toutes ces désynchronisations, ça se résume à ce qu'on appelle ce décalage Z. Et je répète ce que c'est. Une horloge, par exemple, l'horloge de Robert, m'envoie un tic-tac toutes les secondes. Moi, je reçois le tic-tac toutes les 1 plus Z secondes. Hein, c'est la définition du décalage. Et ça peut être dû, encore une fois, à deux choses. Le mouvement de l'horloge de Robert ou simplement le fait que l'horloge de Robert est dans un contexte gravitationnel différent. Et vous savez que le champ gravitationnel de la Terre, il diminue lorsqu'on s'éloigne de la Terre jusqu'à des très grandes distances où vous ne sentez plus l'influence gravitationnelle de la Terre. Bon. Et tout ça, on l'a vérifié aussi. Alors, comment on a fait, par exemple, pour vérifier ce qu'on appelle le décalage gravitationnel, c'est-à-dire le fait que si une horloge envoie un tic-tac en étant dans une position où le champ gravitationnel est différent et que vous le recevez avec un décalage Z qu'on appelle décalage gravitationnel et on appelle ça l'effet Einstein. Et l'effet Einstein, il a été mesuré la première fois, je ne sais plus, dans la première moitié du XXe siècle, à Cambridge, parce qu'il y a une tour à Cambridge, je crois que c'est 22 mètres d'altitude, et il se trouve, il y a quelque chose d'assez sympa en physique quand on s'intéresse au temps, c'est qu'un atome ou une molécule, on peut considérer ça comme une horloge naturelle. Et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la définition de la seconde. Ce qu'on appelle la seconde, c'est, je ne sais plus combien de millions de fois, la durée d'une oscillation d'un atome de césium. Et l'atome de césium, si vous êtes dans des circonstances physiques à peu près contrôlées, il a toujours, par définition, la même durée, et c'est à partir de cette durée qu'on définit la seconde. Donc, un atome de césium, finalement, c'est une horloge naturelle. Et tous les autres atomes, ils ont aussi des durées naturelles, des durées fondamentales naturelles. Vous ouvrez un bouquin de physique atomique et vous allez trouver les durées des vibrations de tous les atomes, l'hydrogène, le sodium, le fer, tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi on a pris le césium plutôt qu'un autre? Parce qu'il se trouve que le césium a des propriétés de stabilité de ces oscillations qui le rendent facile à utiliser comme étalon, mais dans n'importe quelle étoile, il y a des tas d'atomes qui vibrent avec les fréquences ou les périodes. Hein. Une période, c'est exactement l'inverse d'une fréquence. Donc vous pouvez, à votre choix, exprimer les choses en période ou en fréquence. Donc ils vibrent avec des fréquences tout à fait répertoriées. Et évidemment, si vous avez un atome qui vibre avec une nanoseconde, quand vous observez cet atome, vous pouvez enregistrer sa vibration, vous allez trouver une nanoseconde multipliée par 1 plus Z. Donc c'est intéressant parce que vous observez par exemple le Soleil et vous vous apercevez que les fréquences que vous recevez du Soleil sont un peu décalées de Z par rapport à vous. Et ça c'est intéressant et c'est tout à fait frappant parce que il y a plusieurs atomes dans le Soleil. Il y a de l'hydrogène, il y a de l'hélium, il y a d'autres atomes, etc. Et dans les étoiles aussi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Z, il est le même pour tous les atomes. Donc on est sûr que c'est bien un effet fondamental dû à ce que j'appelle ces effets temporels relativistes et que ce n'est pas quelque chose qui dépend du fait que l'hydrogène est plus chaud, moins ionisé ou quelque chose comme ça, ou à une pression différente. Donc on mesure tout ça en astronomie de manière très précise et c'est quelque chose qui est très utile parce que le Z, donc ça nous indique deux choses. Ça nous indique d'abord à quelle vitesse l'étoile peut s'éloigner ou se rapprocher de nous.
Quand je dis étoile, c'est la même chose pour une galaxie, parce que la lueur d'une galaxie, c'est l'accumulation de la lueur des étoiles que contient la galaxie. Une galaxie, encore une fois, c'est quelques centaines de milliards d'étoiles, donc ça brille pas mal. C'est très très loin, mais comme ça brille beaucoup, on les voit, et on les voit de mieux en mieux avec des télescopes de plus en plus larges et de plus en plus sensibles. Mais dans chaque galaxie, si vous voulez, il y a une espèce d'horloge naturelle, donc c'est drôlement pratique, et c'est comme ça qu'on connaît les vitesses d'éloignement des galaxies, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, qui a été découvert au début du XXe siècle. Et cette expansion de l'univers, elle obéit à une loi très importante en cosmologie qui s'appelle la loi de Hubble-Lemaître. Hubble, du nom de Edwin Hubble, l'astronome qui premièrement a découvert que l'univers était peuplé d'autres galaxies, qu'il ne se réduisait pas à notre seule galaxie, et il a découvert ensuite, il a exprimé ensuite la loi qui porte son nom, avec celui de Lemaître. La loi d'expansion de l'univers, c'est que ce qu'on appelle la vitesse d'expansion d'une galaxie, c'est égal à sa distance multipliée par une certaine constante, qu'on note H0, et qu'on appelle la constante de Hubble-Lemaître. Donc si vous voulez, H0, c'est le taux à laquelle va l'expansion. C'est-à-dire une galaxie qui est à 1 million d'années-lumière de nous, c'est à peu près l'éloignement de la galaxie la plus proche, la galaxie d'Andromède. Bon, ça ne marche pas pour la galaxie d'Andromède parce qu'elle a un mouvement supplémentaire. Mais disons une galaxie qui serait à 100 millions d'années-lumière de nous, c'est loin 100 millions, hein. Ça veut dire que la lumière qui nous arrive de cette galaxie, elle a mis 100 millions avant de nous arriver depuis qu'elle a été émise. Donc peut-être que la galaxie a changé de forme depuis et tout, mais on la voit telle qu'elle était il y a 100 millions. Et pour les autres galaxies, ça ne va pas être 100 millions, ça va être 1 milliard d'années ou 10 milliards d'années pour les plus lointaines. Donc ce que dit cette loi, c'est que la vitesse à laquelle s'éloigne cette galaxie est proportionnelle à sa distance. Sauf que les distances, c'est très très compliqué à mesurer. Quand vous voyez une étoile lointaine, comment connaître sa distance ? Supposez que vous êtes en mer, la nuit, vous voyez une lueur, cette lueur, est-ce que c'est un phare pas très puissant qui est très proche ou un phare très très puissant qui est lointain ? Comment savoir ? C'est pareil, une étoile, est-ce que c'est un truc très brillant qui est très lointain ou pas très brillant qui est proche ? Et on peut s'apercevoir que toute l'histoire de l'astronomie, mais depuis les Grecs, depuis même avant les Grecs, c'est d'arriver à connaître l'éloignement de ce qu'on voit dans le ciel. À combien de kilomètres est la Lune ? À combien de kilomètres est-ce qu'une comète qui passe, elle est plus proche que la Lune ou est-ce qu'elle est plus éloignée que la Lune ? Quelles sont les distances des autres planètes ? Quelle est la distance du Soleil ? Quelles sont les distances des étoiles ? Maintenant, quelles sont les distances des galaxies ? Mais en cosmologie, maintenant, on utilise ça. Parce que V, c'est la vitesse d'éloignement d'une galaxie. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, une galaxie c'est fait d'étoiles, donc la lumière d'une galaxie, c'est la lumière des étoiles. Et cette lumière des étoiles, dans chaque étoile, il y a des éléments chimiques. Comme je vous l'ai dit, chaque élément chimique est une horloge. Donc à partir des éléments chimiques, on arrive à mesurer le Z, le décalage de l'étoile en question, donc de la galaxie en question. Et donc ce décalage, comme on sait qu'il est dû à la vitesse, en première approximation, on a 1 plus Z, on a Z égale V, tout simplement. Enfin, V sur la vitesse de la lumière. Les astronomes ont l'habitude de mesurer les vitesses en unité de vitesse de la lumière. Ça veut dire que la vitesse maximale, c'est 1. La vitesse du son, par exemple, 300 mètres par seconde, c'est 1 millionième. Donc, dans votre vie, au maximum, si vous prenez l'avion de temps en temps, vous atteignez des vitesses de 1 millionième. C'est pas si mal, mais on est encore loin de la vitesse de la lumière. Hein. Mais ça veut dire quoi, mesurer la vitesse de la lumière mesurer les vitesses en unité de la vitesse de la lumière. Je vous ai parlé de la définition de la seconde. La seconde, c'est la durée de la vibration d'un atome de césium dans un certain état. Bon, la seconde donc est bien définie. Maintenant, quelle est la définition du mètre ? Jusqu'à il y a quelques 10 ou 20 ans,
la définition du mètre, c'était la longueur d'un étalon en platine déposé au pavillon des poids et mesures, je ne sais plus où il est, à Sèvres, je crois. Bon, maintenant, on a changé la définition du mètre. Qu'est-ce que c'est que le mètre? Qu'est-ce que c'est que la définition légale du mètre? C'est la distance que parcourt la lumière en une fraction bien définie, 1 millionième à peu près, je ne sais plus combien exactement, de seconde. Donc le mètre, définition du mètre, c'est 1 millionième d'une seconde-lumière. Qu'est-ce que c'est que la seconde-lumière? C'est une unité de distance, c'est ce que parcourt la lumière en une seconde. Donc le mètre est défini à partir de la seconde-lumière. C'est une fraction de la seconde-lumière. Bon. Donc on aurait pu prendre comme... c'est ce qu'on appelle les unités naturelles. Quelquefois, les physiciens appellent ça les unités de Dieu. Au lieu de parler en mètres, parce que pourquoi on parle de mètres? Parce qu'au départ, c'était une fraction commode de l'orbite de la Terre. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc, le mètre comme unité légale, c'est un souvenir historique, si vous voulez. Voilà. Mais l'unité, comment dire, naturelle qui vient en physique, hein, on appelle ça l'unité de Dieu. Donc, tout ça dans un temple, donc ça, c'est parfait. Utilisons les unités de Dieu. C'est la seconde lumière. Donc, si l'unité de distance, c'est la seconde lumière, et même les relativistes, ils ne s'embarrassent pas. Ils disent l'unité de distance, c'est la seconde. Et ça a du sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, pour un physicien relativiste, une durée ou une distance, c'est un peu la même chose, donc c'est très commode d'utiliser la même unité. Bon, peu importe, mais ça veut dire que si on utilise ces unités pour mesurer les vitesses, ben, la vitesse de la lumière, c'est quoi? C'est une seconde lumière par seconde, évidemment. Donc c'est 1. Donc vous voyez, c'est commode. Dans ces unités, la vitesse de la lumière, c'est 1. Ce n'est pas 300 000, c'est la vraie valeur de la vitesse de la lumière, c'est tout simplement 1. Et du coup, on comprend très bien pourquoi il y a une vitesse de la lumière. Moi, quelquefois, dans mes conférences, on me demande pourquoi il y a une vitesse limite de la lumière. Ben, tout simplement parce que la lumière, ce n'est pas du tout la bonne grandeur à utiliser. La vitesse, excusez-moi. La vitesse, ce n'est pas du tout la bonne grandeur à utiliser pour exprimer le mouvement quand on est dans l'espace-temps. Ben, je vais vous faire un petit dessin parce que ça vaut le coup. Je ne suis pas en train de faire de la précipitation. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Est-ce qu'on a besoin du temps pour exprimer le mouvement? Ben non, pas du tout. Parce que justement, les théories de la relativité, c'est des théories qui permettent très bien d'exprimer les mouvements sans prononcer le mot espace et sans prononcer le mot temps. Bon, mais ce n'est pas là-dessus que je veux dire. Supposons que je veuille m'intéresser au mouvement d'une particule par rapport à une autre, ou d'une étoile par rapport à une autre. Bon, peu importe, voilà. Pour parler de mouvement, il faut que les objets soient suffisamment proches. Donc on va parler des objets à un moment où ils se croisent. Par exemple, ça c'est ma voiture, ça c'est la voiture de Robert, encore une fois. Donc on va se croiser à un moment. Donc si on se croise, c'est qu'on n'a pas les mêmes lignes d'univers. Et si on arrive au même moment, à la même position, c'est qu'on se croise. Et à ce moment-là, on est en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire quoi qu'on est en mouvement? Ça veut dire qu'on décrit des lignes d'univers différentes. Parce que la direction, voilà, on y arrive, la direction de ma ligne d'univers dans l'espace-temps, c'est exactement ce qui représente mon mouvement dans l'espace-temps. La direction de la ligne d'univers de Robert, quelle couleur tu veux, Robert? La direction de la ligne d'univers de Robert dans l'espace-temps, c'est ce qui représente son mouvement. Donc on a chacun quelque chose qui représente notre mouvement dans l'espace-temps. Ce quelque chose, on l'appelle la quadrivitesse. Parce que, bon, je ne sais pas, par exemple, vous regardez quelquefois des cartes météo. Sur les cartes météo, on vous indique la direction du vent. Comment on indique une direction sur une carte? Avec une petite flèche. En fait, la longueur de la flèche n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la direction qu'indique la flèche. Donc, c'est un angle, si vous voulez. Alors, quand on est sur une feuille de papier pour indiquer une direction, la feuille de papier, elle a 2 dimensions. Donc, on dessine un vecteur, mais comme finalement, on ne s'intéresse pas tellement à l'intensité du vecteur, mais seulement la direction, ben c'est juste représenté par un angle. Bon. Quand on est dans l'espace, une direction, c'est représenté par 2 nombres. Quand on est dans l'espace-temps, c'est représenté par 3 nombres.
mais c'est ce qu'on appelle un quadrivecteur unitaire, bon, peu importe. Mais voilà ce qui représente le mouvement de Robert et voilà ce qui représente le mien. Maintenant, à quelle vitesse allons-nous l'un par rapport à l'autre? C'est exactement ce qu'on appelle les vitesses, parce que si vous avez à peu près compris la dynamique ou la cinématique galiléenne ou newtonienne, c'est à peu près la même chose, les vitesses n'ont de sens que vitesse relative. Quelle est ma vitesse en ce moment? Je suis immobile là, mais je suis emporté par la rotation de la Terre à 30 mètres secondes, je suis emporté par la révolution de la Terre autour du Soleil à 300 mètres par seconde. Donc voilà, on est en mouvement, on est en repos, ça n'a pas de sens. Le mouvement est comme rien, disait Galilée. Mais vitesse relative, ça a du sens. Ma vitesse par rapport à cette table, c'est 0. Ma vitesse par rapport au Soleil, c'est 30 mètres secondes, etc., etc. Vitesse relative, ça a du sens. Donc là, on est dans l'espace-temps. Donc, si je veux m'intéresser au mouvement relatif de Robert par rapport à moi, ou le mien par rapport à celui de Robert, quand on se croise, on voit tout de suite, c'est l'angle entre les deux vitesses. Et ça, c'est la manière naturelle d'exprimer une vitesse dans l'espace-temps. Et ça, on l'appelle vélocité. Non, attendez, oui, c'est ça. Non, célérité. Il y a tellement de mots. Célérité. Et on l'écrit θ en général. Bon. Et il se trouve qu'on est dans une géométrie particulière dans l'espace-temps. Et si j'utilise... Alors, ça, c'est lié à la vitesse. Il se trouve qu'il y a une formule qui donne la vitesse. Je ne vais pas vous le dire, mais en gros, c'est à peu près... c'est la... Oui. Bon, enfin, c'est un peu compliqué à écrire, donc il y a une formule mathématique qui donne l'une, mais il se trouve que l'angle en question, dans cette géométrie, ça peut aller jusqu'à l'infini. Donc la célérité, qui mesure le mouvement relatif, ça va de 0 à l'infini, ou ça va même de moins l'infini, parce que ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et quand on traduit ça en vitesse, la vitesse, ça va de 0 à 1 et à moins 1. Donc, ce qu'on appelle la vitesse limite, vitesse de la lumière, c'est juste une sorte d'illusion, une sorte d'artefact dû au fait qu'on utilise la mauvaise quantité. La bonne quantité, c'est la célérité, et elle varie bien de 0 jusqu'à l'infini. Et la preuve que c'est la bonne quantité, c'est que les célérités, quand il y a un mouvement relatif par rapport à un autre mouvement relatif, ça s'additionne. Alors que les vitesses, justement, ce qui a étonné les scientifiques au début de la relativité, c'est que les vitesses ne se composent pas en s'additionnant. C'est que si vous avez une vitesse V1 par rapport à quelqu'un qui lui-même a une vitesse V2, disons par rapport à la référence, la vitesse que vous avez par rapport à la référence, ça n'est pas V1 plus V2, mais c'est quelque chose de plus compliqué, c'est V1 plus V2 sur 1 plus V1 V2. C'est toujours des trucs en unité de vitesse de la lumière. D'accord? Donc, ça s'appelle la transformation de Lorentz. C'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. C'est dû simplement au fait que les célérités, elles s'ajoutent, tout bêtement, c'est des angles. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a un troisième larron qui est ici, la vitesse de Robert par rapport à lui, c'est la somme de... Enfin, la célérité, justement, c'est la somme célérité. Alors que les vitesses, non. Donc, si vous voulez, utiliser la bonne grandeur qui est la célérité, voilà, ça s'additionne, c'est pas ce truc compliqué, et il n'y a pas de célérité limite, ça va autant qu'on veut, on peut avoir des vitesses aussi grandes, des célérités aussi grandes qu'on veut. Donc, encore une fois, c'est pour vous montrer les ennuis que ça crée d'utiliser les notions newtoniennes qui ne sont pas adaptées à l'espace-temps, qui ne sont pas adaptées à la réalité du monde physique. Alors, quand on est dans les circonstances ici, où les vitesses sont inférieures à 10-6, il se trouve que la relation entre la célérité et la vitesse, c'est que c'est la même chose, justement à 10-6 près à peu près, même à 10-12 près, on va dire. Donc, dans notre vie courante, vitesse et célérité, c'est la même chose, donc les vitesses s'additionnent. Mais quand vous êtes, par exemple, dans un accélérateur de particules, vous vous apercevez que les vitesses ne s'additionnent pas du tout. Et par exemple, si vous avez deux vitesses qui sont à, je ne sais pas, moitié de la vitesse de la lumière plus moitié de la vitesse de la lumière, ça va vous donner une vitesse relative
qui n'est pas du tout la vitesse de la lumière, mais qui va être 0,55 ou quelque chose comme ça. Donc, utiliser les vitesses en physique des particules, en astronomie, en cosmologie, c'est pas du tout commode, c'est pas du tout adapté, c'est pas du tout naturel, mais on le fait quand même parce qu'on a des raisons historiques de le faire, disons. Combien de temps me reste-t-il? 5 minutes. Qu'est-ce que je peux dire en 5 minutes? Oui, je vous parlais tout à l'heure de l'expérience de Haefele, je vais revenir dessus. Donc on a la surface de la Terre, et puis on a 3 avions, donc un qui est immobile, un qui s'en va comme ça, et un qui s'en va comme ça, et un qui est immobile, et on compare. Les horloges sont parfaitement synchrones au départ, on les compare à l'arrivée. Donc il y en a une qui va donner cette indication, l'autre qui va être en avance, l'autre qui va être en retard. Et les différences sont de l'ordre de la nanoseconde, c'est-à-dire du milliardième de seconde. Tout à fait mesurable avec les horloges atomiques, sans aucun problème, et ça correspond au calcul de relativité générale, c'est une confirmation de la relativité. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 effets que j'ai mentionnés jouent là-dedans. Il y a les vitesses des avions, puisque celui qui va vers l'est, je vous dis, il a une vitesse à peu près nulle. Celui-là, il a une vitesse, j'ai dit, ça va être à peu près 30 km par seconde, non, 30 mètres par seconde, pardon. Oui, 30 mètres par seconde, bon, je ne sais plus combien ça fait. Et l'autre, ça va être 2 fois la même vitesse. Bon, peu importe les valeurs. Et il se trouve que les 2 effets contribuent, l'effet de l'altitude aussi, et qui sont du même ordre. Donc c'est intéressant. Et pour être sûr de bien vérifier les formules de la relativité, ils ont fait la même expérience en réduisant la vitesse des avions. Donc réduisant la vitesse des avions, ils ont pu diminuer l'effet de la vitesse en gardant l'effet gravitationnel identique. Et donc comme ça, ils ont pu séparer les 2 contributions et vérifier qu'elles étaient dans le bon rapport comme le prédisait la relativité. Voilà l'expérience de Haefele. Je m'arrête là pour aujourd'hui et demain on continue. Et bien sûr, vos questions, j'y réponds, si j'y arrive.